På usurpera c'est simple. Ça y est, c'est bientôt l'été. Et l'été, c'est le plus meilleur moment de l'année. Enfin, pareil que Noël, gel. C'est quand qu'il refait beau, qu'il refait chaud et qu'on peut ressortir la piscine. Enfin, pas tout de suite, gel. Mon papa, il a dit qu'il faut encore attendre un petit peu, au moins que quand c'est les vacances. Sauf que moi, ça aurait été ça envie. Alors, pour faire ça en plan, j'utilise NordVPN. Ça fait sur l'application, ça me connecte dans un pays où on va en vacances et hop là. Alors le chef il me dit que c'est pas à ça que ça sert, mais moi je m'en fous qu'elle. Un VPN ça sert à qu'est-ce que tu veux. Par exemple, tu peux aller sur tes sites où on réserve tes hôtels ou tes voitures et tu regardes si le prix c'est le même que quand t'es pas connecté au même endroit. Ou alors tu vas sur Disney Plus pour aller regarder tes films qu'ils sont pas encore au cinéma, ou sur tes sites qu'ils sont bloqués en France, ou tes sites qu'on peut voir qu'en France et que si tu te connectes ailleurs ils veulent pas. Par exemple, quand t'es en vacances et que tu fais aller voir ton compte en banque et que d'un coup, hop là, ta banque elle est bloquée parce qu'elle croit que c'est un cross, frère, qu'il t'a arnaqué et qu'il se connecte à ta place pour faire du broutement. Ou aussi, si tu en as marre tes réclames YouTube, tu te connectes en Albanie parce que là-bas, ils ont pas le droit de te mettre tes réclames et hop là. Et en plus, c'était la dernière fois que maintenant, protection anti-menace, c'est encore plus mieux qu'avant et que NordVPN, c'est presque comme un antivirus normal. Mais vas-y! Le barbecue est chaud là, tu viens ou quoi? T'as tes à torréfier les saucisses? Mais c'est pas le... tu m'emmerdes avec ça. Oui, bah donc c'est le temps de finir ma réclame. Donc si tu as envie de t'abonner à NordVPN, ce n'est complété. Tu vas sur le lien qui est dans la description, où tu utilises le code ASTRONOGEEK, où naît une grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans, mais 4 mois gratuits. Et même que si t'es pas content pendant 30 jours, NordVPN il te rembourse. C'est pas le... Ya, commence la torréfaction, comme glisse. Putain, c'est pas le... Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Tchuss. Bon. Quand j'ai envisagé d'écrire la vidéo que vous vous apprêtez à regarder, je me suis dit que ça allait être assez simple et qu'on allait simplement, sans payer une bonne tranche, rigoler comme des baleines pendant 10 minutes, puis passer à autre chose. Mais plus j'ai réfléchi à la question, plus elle a éveillé chez moi des sentiments ambivalents. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celle qui est peut-être la pire chanteuse de l'histoire de la musique, qui a peut-être bien inspiré le personnage de la Castafiore dans les aventures de Tintin, mais qui est peut-être aussi morte des moqueries dont elle a fait l'objet. Bon alors, pas d'inquiétude, ceci n'est pas une vidéo moralisatrice, mais cette histoire me fait me poser des questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse, et dont je vous propose de discuter aujourd'hui. J'aime autant vous dire que l'espace commentaire vous est grand ouvert. Et donc, parlons un peu de Florence Foster Jenkins. Je l'ai découverte de manière assez ironique dans une chanson de la française Juliette. Si vous connaissez pas et que vous aimez la chanson française avec du gros texte bien écrit, foncez. Alors je vais pas vous mettre d'extrait parce que je tiens ma monétisation, mais dans sa chanson Casserole et Fossé, qui est une ode aux gens qui chantent faux, elle dit ceci. Une milliardaire américaine voulut pioler de l'opéra, ce qui nous valut quelques migraines, et puis un disque chez RCA. Et quand j'ai entendu ces vers, j'ai pas compris la ref. Alors j'ai cherché sur Google, et j'ai pas été déçu. Narcissa Florence Foster naît en 1868 en Pennsylvanie, et se découvre très jeune un goût pour la musique et surtout le chant. Elle aimait le souhait, auprès de son paternel, d'étudier la musique. Elle commence sérieusement le piano, mais quand elle annonce qu'elle voudrait se mettre au chant, il refuse. Et vous allez voir qu'il avait probablement ses raisons. Frustrée par cette décision, elle s'enfuit avec celui qui deviendra son mari, le médecin Frank Thornton Jenkins. Mais comme il n'est pas plus motivé à la laisser chanter que ne l'était son père, le mariage ne durera pas parce qu'il divorce en 1902. Ah, c'était pas parce qu'il lui avait fait pousser des cornes? Disons qu'il semblerait quand même qu'il lui ait refilé une vérole, et une grande encore. Non mais tu rentres comme ça, tu gardes tes pompes pour marcher sur le tapis et tu te présentes même pas. Moi, c'est Olivier Trommenschlager. Trommenschlager toi-même? Mais non, c'est mon nom. C'est alsacien. Oui, c'est bien ce que je dis. Trommenschlager toi-même. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu m'appelles Tromi, En attendant, ma chaîne, c'est le Temple Saint et j'y parle d'opéra. Toutes mes condoléances. Bah, pourquoi? Ah bah si,
Parler d'opéra sur YouTube, un grand n'importe quoi. La preuve, on est sur AstronoGeek et on en parle. Ouais, et en même temps, si on parlait encore d'astronomie sur AstronoGeek, ça se saurait. Je peux y aller ? Je disais donc, il semblerait que le premier mari de Florence lui ait laissé en cadeau une vérole. Vous la connaissez peut-être mieux sous son nom moderne, la syphilis. Aujourd'hui, la syphilis, ça soigne à grands coups d'antibiotiques, mais la vérole de Florence Foster Jenkins était soignée avec les moyens de l'époque, à savoir, entre autres, du mercure et de l'arsenic. Voilà. Or, ce cocktail de médicaments, mais aussi la maladie elle-même, sont connus pour provoquer entre autres des tremblements ou rigidités musculaires, des troubles neurologiques, de l'audition ou de la proprioception, c'est-à-dire de la conscience de son propre corps. De là à dire que ça a eu une influence sur sa maîtrise de ses cordes vocales ou de ce qu'elle percevait de sa propre voix, disons qu'on va prendre l'info et on va la garder sur un post-it. 7 ans plus tard, son riche père décède et Florence hérite de sa fortune. Elle peut donc vivre comme rentière et faire ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est devenir cantatrice. Projet qu'avait déjà tenté de décourager son mari, Frank Jenkins, et il avait peut-être lui aussi ses raisons. La même année donc, elle entame une relation avec un acteur qui deviendra son agent. Habitant alors à Philadelphie, elle fonde un club de musique, prend des cours de chant et donne son premier récital en 1912. Jusqu'ici, ça ressemble à une carrière plutôt banale de chanteuse et vous pourriez encore, à ce stade, penser qu'on parle juste de quelqu'un de pas très doué. Mais si Florence Foster Jenkins a marqué l'histoire de la musique, c'est parce qu'elle n'était pas juste mauvaise. Non, à ce stade-là, c'en était une performance. Elle était totalement dénuée du moindre sens du rythme, de la justesse, prononçait les paroles comme si elle me passait dans la bouche. Oui, avec du fromage fondu, c'est important, sinon on chante mal. Le tout en étant intimement persuadée d'être l'une des plus grandes cantatrices de son temps. Bon, maintenant, pour que vous compreniez à quel point, on peut pas juste vous l'expliquer. Faut qu'on vous montre. Donc, contexte. Bon, si je vous dis Mozart, bon, vous connaissez. Mais si vous écoutez pas de Mozart, vous connaissez peut-être au moins la flûte enchantée. L'œuvre écrite en allemand n'était pas destinée à la cour impériale, mais à un public viennois, populaire et bourgeois qui venait pour être diverti. C'est pour ça que l'œuvre mélange humour, magie, dialogue parlé et des airs de virtuosité complètement dingues. Elle connut un succès populaire tel qu'elle a rapidement été propulsée au rang de chef-d'œuvre. Bon, trop tard pour que Momo en profite de son vivant, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Ouais, chez toi, alors, hein ? Oui, chez moi, je suis pas du genre à m'incruster. Non, du tout. Bon, en gros, dans le deuxième acte, la méchante reine de la nuit exige de sa gentille fille Pamina qu'elle tue le grand prêtre Zarastro, sinon, elle la renie. C'est de l'opéra, hein, donc... Et donc, cet air de la reine de la nuit, vous le connaissez même sans connaître l'œuvre de Mozart. Et encore, même si vous ne connaissez pas le morceau. Mais ma bite sous le maillet... Ça, c'est toi qui as écrit. Mais ma bite sous le maillet que vous connaissez au moins 7 envolées lyriques. Bon, pour chanter ce truc, faut pas être un neuneu. Enfin, une neuneu. Les chanteurs se distinguent entre autres par leur tessiture. En musique, la tessiture, ou encore le registre si vous parlez d'un instrument, c'est en gros l'ensemble des notes que vous pouvez faire avec, sans forcer. Par exemple, si vous coincez les couilles de péage dans la porte de la douche, la note qu'il parviendra à vous sortir fera sûrement pas partie de sa tessiture. Péage qui est venu voir la flûte enchantée dans laquelle je chantais à Versailles l'année dernière. Ouais. Donc en gros, les chanteurs se distinguent par les notes qu'ils sont capables de chanter. Et de ces capacités naît carrément une identité, en quelque sorte. Vous avez du plus grave au plus aigu, les basses, les barytons et les ténors pour les mecs, et pour les filles, les altos, mezzo-sopranos et au-dessus, les sopranos. Et oui, ça peut être très agréable quand les sopranos sont au-dessus. Bon, évidemment, on n'est pas là sur une science exacte. 200 guitares Yamaha fabriquées à la chaîne auront toutes strictement la même tessiture et la même sonorité. Mais comme tous les êtres humains sont différents, et qu'ils ont tous des cordes vocales ou encore un larynx unique, il faut s'attendre évidemment à ce que physiologiquement ils ne soient pas capables d'exactement les mêmes choses. La longueur et l'épaisseur des cordes vocales, l'anatomie de la gorge, de la bouche, de la langue, des sinus, en gros, tout ce qu'on a là-dedans rentre en ligne de compte dans la capacité intrinsèque d'un chanteur à aller chercher, ou pas, telle ou telle note. Et tout ça bien sûr sans parler du travail musculaire et technique qui va lui aussi façonner non seulement la façon de chanter, mais aussi l'instrument.
Mais revenons à notre groupe de chanteurs, ou plutôt de chanteuses, les plus haut perchés, les sopranos. Ou soprani, si vous voulez vous la péter en utilisant le pluriel à l'italienne. Bon, généralement en France, on dit soprano. Et même si on utilise des mots masculins, on parle bien de chanteuse, parce que si la chanteuse a des couilles, on parle alors de contre-ténor ou de haute contre, qui est une tessiture très haut perché, qui rappelle ce que l'on attendait autrefois des castrats, qui n'étaient pas des chanteuses avec des couilles, mais plutôt des chanteurs qui avaient plus les leurs. Vous suivez ? Bref, chez les sopranos, on distingue plusieurs types de voix pour une tessiture à peu de choses près équivalente. Bon, alors pour les 4 personnes qui viennent de ma chaîne, ne faites pas une attaque, je vais vulgariser un max. On a les sopranos plutôt légères, relativement agiles, aux voix cristallines et aux aigus faciles, avec un timbre presque un peu enfantin. Ensuite, vous avez les sopranos lyriques, agiles quand même, mais avec un peu plus de chair. On dira plutôt des femmes, jeunes souvent, mais vraiment femmes quand même. Et vous avez encore les sopranos dramatiques qui ont une voix plus riche en grave, souvent employés pour les rôles de femmes au fort caractère et qui envoient du pâté. Et même si ça reste féminin, en fait c'est sévèrement couillu quand même. Et il y a un truc avec les couilles ou c'est moi ? Quand elle monte dans l'aigu, autant la soprano léger c'est une moto hyper nerveuse, autant les sopranos dramatiques c'est un TGV de 400 tonnes. 401 si Yann et moi on est à l'intérieur. Mais pour aller chercher ce contre-fa là, ce truc perché tellement haut au-dessus de la portée qu'il faut lui rajouter 3 lignes, il faut rajouter un plugin à ton programme, la colorature. La colorature est une compétence qui te permet d'aller chercher à très grande vitesse et avec une précision chirurgicale des notes très aiguës, se situant même parfois en dehors de ta tessiture de confort. Des notes piquées, des vocalises rapides, ou des notes extrêmes. Si chaque tessiture, masculine ou féminine, comporte des rôles qui requièrent ces compétences, la majorité de ces rôles de colorature sont écrits pour des sopranos qui en font une spécialité et se font donc appeler soprano colorature. Oui, à l'opéra on se fait pas forcément plus chier avec les noms qu'en astro. C'est assez intuitif, mais la plupart des sopranos coloratures ont des voix très juvéniles, ce qui ne correspond pas au personnage de la Reine de la Nuit, qui est une femme forte, guerrière et suffisamment âgée pour avoir une fille post-pubère qui rêve que son prince charmant la prenne. Sur son cheval blanc. Et c'est pour ça qu'on va chercher si possible le combo gagnant, une soprano dramatique colorature. Une soprano, capable de chanter avec assez de puissance les notes les plus graves de l'air, puis d'aller chercher les vocalises, les notes piquées, et c'est foutu contre-fa tout en haut de la portée. Ce truc plus aigu que le bruit que fait PH quand il se coince les couilles dans la porte de la douche. Bien évidemment, comme je l'ai dit, chaque glotte étant unique, c'est plus subtil que ça, la question de savoir si la reine doit être chantée par une colorature ou une dramatique colorature. Mais dans le fond, tant que les compétences techniques sont suffisamment présentes pour y arriver au moins 99% du temps, c'est envisageable. Au final, le choix ne se fait pas tant pour cette note-là qui, tant qu'elle est bien faite, sera entendue quoi qu'il arrive tellement elle est aiguë, que pour le reste de ce qu'il y aura à chanter. Par exemple, à la fin de l'air, quand la reine répète « Hurt !»« Hurt !»« Hurt !» avec cette note tenue et l'orchestre qui du coup envoie le pâté en dessous, souvent c'est là que si t'as pas une voix assez charnue, ça perd en saveur. Et on parle même pas du premier air, moins célèbre mais tout aussi difficile, et plus central, et qui demande donc lui aussi un minimum de couilles, de corps, tout en ayant aussi un contrefa d'ailleurs. Mais bon, pour faire simple, cet air est un exercice très difficile, très technique, et dans lequel il faut malgré tout faire passer l'essentiel, à savoir de l'émotion. Bref, un air accessible uniquement à celles ayant travaillé suffisamment, consciencieusement, et efficacement. Bon, c'était très technique tout ça, mais je voulais que vous preniez conscience du fait que on se lance pas dans cet exercice n'importe comment. Et là, il est temps de reparler du sujet de cette vidéo, Florence Foster Jenkins. Voici l'envolée lyrique
de la Reine de la Nuit. Alors, je peux pas vous en mettre plus parce que ce morceau est protégé par droit d'auteur et bloquerait la vidéo. Mais il est disponible en entier sur YouTube. Dromi, Présent. tu peux expliquer comment font les gens qui chantent bien ? Bah, à peu près, oui. Et tu peux expliquer ça ? Oui. Alors, pour faire simple, les cordes vocales sont en bas du larynx. La voix est produite par le passage de l'air qui fait vibrer les cordes l'une contre l'autre, à condition qu'elles soient assez proches. Et elle s'amplifie après par les espaces creux qu'elle va rencontrer. Tiens, mets ton doigt sur ton larynx. Et Avale. Cochonne. Quand on avale, le larynx monte, l'épiglotte se ferme, les cordes vocales se ferment aussi. Maintenant, baille. ouais, enfin ça, j'arrive pas à le faire sur commande non plus. Pense à une vidéo de Gontran. Ouais, là il est plus bas. Exactement. Quand on baille, le larynx descend, se détend et ouvre des zones de résonance. Le chanteur lyrique cherche à garder les cordes bien fermées comme quand on avale, tout en gardant le larynx bas comme quand on baille. Bon, mais alors c'est ça qui fait une belle voix ? Entre autres, oui. Quand on y arrive, la voix devient homogène, souple et change de comportement selon la hauteur. Un peu comme une bagnole, chaque registre, c'est une vitesse. Même chez les meilleurs, on entend quand ils passent la 3e ou la 5e. Et Florence Foster Jenkins alors ? Eh bien, elle chantait avec un larynx très haut. Un truc parfait pour le concours du cri de mouette du carnaval de Dunkerque, un peu moins pour l'opéra. J'ai écouté les enregistrements pour préparer la vidéo. Le plus surprenant, c'est qu'elle chante toujours tout dans le même registre vocal. Un peu comme Tata Simone qui roule tout le temps en 2e. La voiture fume, mais elle est tranquille. Et là, effectivement, la voiture fume. Cherchez sur YouTube Florence Foster Jenkins et vous trouverez immédiatement les enregistrements qu'elle s'est payés grâce à sa fortune. Ouais, parce que aujourd'hui, n'importe qui peut se faire un home studio, mais pas dans les années 20 ou 30. Florence Foster Jenkins ne doit sa carrière qu'à son pognon. Et vous n'avez évidemment pas besoin d'avoir la moindre notion de musique pour apprécier ce massacre. C'est faux, c'est pas en place. On sent que le pianiste qui l'accompagne fait des efforts surhumains pour compenser son manque total de rythme. Mais, c'est comme un nanar au cinéma. Vous savez, ces films tellement mauvais qu'ils en trouvent leur public. D'ailleurs, je vous lâche un scoop. Sébastien de Vous avez le droit est un fan de Florence Foster Jenkins. Alors d'une part, c'est pas vrai, et ensuite je t'avais dit de ne pas le répéter. Ouais, en même temps, ils ont dû sortir ensemble, puis il garde une certaine tendresse pour son amour de jeunesse. Même si Tricotine miaule moins faux, je pense. Et c'est peut-être là le malheur de Florence Foster Jenkins. Toujours grâce à sa fortune, elle ne se produit que dans des salles privées, avec un public, disons, trié sur le volet. Et donc, les retours qu'elle reçoit sont soit ceux élogieux de ses copines qui devaient avoir un goût discutable ou être trop obséquieuses pour contrarier leurs riches copines, soit ceux de critiques qui, disons, jouaient de subtilité. Bon, par exemple, vous allez me dire que cette vidéo part dans tous les sens, mais vous connaissez le vin La Villageoise ? L'espèce de torboyau vendu en bouteille en plastique. Si vous cherchez des critiques, vous trouvez ça. Il faut tout essayer pour ne pas mourir idiot. Sans doute la plus grande expérience œnologique qui m'ait été permis de vivre. En plus, à 11%, on peut remplir son verre jusqu'au bord. Merci Carrefour. Un bon torboyau à siroter entre amis sous un pont de la Seine. Tout amateur de vin se doit de goûter ce cru exceptionnel dans la vie. Ce vin a sauvé la vie de mon meilleur ami qui venait de se prendre une balle. La désinfection a été rapide et quand j'ai voulu l'emmener à l'hôpital, plus d'essence. Heureusement, la villageoise m'a donné un coup de boost à mon véhicule. On sent bien les coteaux ensoleillés, à moins que ce ne soit les fils de fer de la vigne qui ont été mis dans le pressoir avec le raisin. Depuis l'ouverture de la bouteille, même les acariens de la cuisine se sont barrés. Qualité-prix, rien à redire. La cuite la plus rentable, si vous voulez vous mettre une caisse pour pas cher, c'est le bon choix. Il a des qualités qu'aucun grand cru ne saura égaler. Sa bouteille est solide et résistera bien aux chutes de la vie quotidienne. Il est facile à ouvrir et vous pourrez réutiliser le récipient pour fabriquer un tuguep. Ou dans le même genre.
Vous vous rappelez la chanson de Renaud, Corona Song? Coronavirus. Connard de virus. En fait, ce qui est mémorable dans cette chanson, c'est ni la chanson, ni le clip. C'est l'espace commentaire. Il y a des chansons qui te donnent à la fois l'envie de boire et d'arrêter l'alcool. Je l'ai mis en réveil pour 7h du mat, je me réveille automatiquement à 6h30. J'écoute cette chanson en boucle et miraculeusement, mes enfants ont finalement décidé de prendre leur propre appartement. Bravo au ministère de la Santé pour ce merveilleux clip contre l'alcoolisme. Cette chanson est tellement bien que mes voisins ont jeté un pavé dans ma fenêtre pour mieux l'entendre. J'ai mis cette musique en voiture en partant en vacances, mon chien m'a abandonné sur une aire d'autoroute. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux, pas de concours de celui qui fera le commentaire le plus drôle, mais qu'en ayant entendu Florence Foster Jenkins, les gens fassent ce genre de commentaires. Eh ben, la dame va rendre le public curieux de ses performances si catastrophiques. Et honnêtement, je vous invite à aller écouter ça sur YouTube. C'est tellement mauvais que ça en devient fascinant, en fait. Et c'est là tout le malheur de Florence Foster Jenkins. Parce qu'elle est tellement mauvaise que le public se presse pour venir l'écouter. Elle est intimement convaincue de son talent. Donc, quand des critiques de ce genre, moqueuses mais à double sens de lecture, lui arrivent aux oreilles, elle en déduit que ce sont des critiques élogieuses. Autre preuve de son talent, les salles sont pleines lors de ses représentations. Et quand elle voit quelqu'un pouffer de rire dans le public, elle en déduit que ce sont des gens jaloux de son talent. Elle prend donc de l'assurance et s'attaque à des airs toujours plus difficiles qu'elle massacre avec toujours plus d'ardeur. Il y a des anecdotes assez drôles comme celle qui dit qu'elle jetait des fleurs à son public. Littéralement, je veux dire, elle jetait des fleurs dans le public. Mais elle jetait le panier avec. Donc ouais, ça devait être un truc à voir. Mais toujours, elle se produisait dans des salles privées, son public étant strictement limité, et elle supervisait elle-même la distribution des billets. Jusqu'au jour où elle cède à son public qui lui demande de se produire dans une salle plus ambitieuse. Le 25 octobre 1944, elle se produit au Carnegie Hall à New York. Les billets s'arrachent pendant les semaines qui précèdent la représentation. Des célébrités font partie du public, acteurs, chanteurs d'opéra, compositeurs, chefs d'orchestre. Tout le gratin est là pour entendre la fameuse Florence Foster Jenkins. Et, comme la représentation est cette fois-ci ouverte au public, s'invite aussi à la fête les critiques de presse. Et c'est là que mon sentiment sur cette histoire devient, je vous le disais, ambivalent. Évidemment, le public rit. Mais il ne rit pas avec elle, il rit d'elle. Et les critiques la défoncent. D'après ses proches, ces critiques assassines l'ont durement touchée. 2 jours après le concert, Florence Foster Jenkins fait une crise cardiaque et décédera 1 mois plus tard, le 26 novembre 1944, à l'âge de 76 ans. Alors évidemment, il n'y a aucune preuve formelle que cette crise cardiaque soit directement liée aux événements des jours précédents. Et puis bon, la dame avait 76 ans. Mais permettez-moi de vous parler en tant que youtubeur, personne publique et donc personne soumise aux avis du public qui peuvent être extrêmement acerbes. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'illusion d'être une grande cantatrice, illusion qui vole en éclats en une seule représentation, qui fait d'elle la risée de tout New York, je rejoins l'avis des gens qui pensent que cette crise cardiaque pourrait être imputable au stress qui a suivi. Surtout justement sur un cœur fragile de 76 ans. On est encore loin des réseaux sociaux, mais la pauvre a quand même dû voir des journaux à grand tirage la détruire complètement et savoir que le tout New York allait les lire. Je connais personnellement l'effet d'une shitstorm sur le stress ou le moral, et surtout, je sais que les shitstorms, ça existe. Florence Foster Jenkins, elle l'ignorait. Elle s'attendait à un triomphe, elle a eu à la place une montagne de moqueries et de critiques assassines. C'est pas difficile d'imaginer le stress dans lequel ça l'a plongée. Et donc, sans que j'ai plus de preuves qui aillent dans ce sens, j'ai néanmoins l'intime conviction que si son cœur était fragile,
c'est sa shitstorm qui lui a mis le coup de grâce. Donc, pour clôturer l'histoire, il reste de Florence Foster Jenkins quelques images de concerts, 5 enregistrements sur disque 78 tours, la rumeur non vérifiée qu'elle aurait pu inspirer le personnage de la Castafiore de Tintin, et 2 films, le dernier datant de 2016 avec Meryl Streep dans le rôle de Jenkins. Bon, quand j'ai découvert ce personnage haut en couleur, mon premier réflexe, ça a été l'hilarité. Elle chante tellement comme une casserole que c'en est une performance. Mais, il n'empêche que, même si je vais avoir des difficultés à lui faire le moindre mal aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être bien la moquerie qui l'a tuée. Donc, comme je vous l'ai dit, loin de moi l'idée de vous faire la morale sur les moqueries en ligne, mais ça me fait, moi, me poser des questions que je voudrais partager avec vous et dont je vous invite à débattre en commentaire. Qu'on soit bien d'accord, j'ai pas de réponse arrêtée. Je pose des questions, c'est tout. D'abord, c'est pas la première fois que je le dis, mais est-ce qu'il vaut mieux une vérité crue ou un mensonge qui rassure ? Est-ce que l'entourage de Jenkins aurait dû lui dire froidement qu'elle chantait comme une poubelle, plutôt que de nourrir ses illusions à grands coups de compliments obséquieux ? On notera que 2 personnes dont on peut supposer qu'elle lui voulait au moins un peu de bien, son père et son mari, l'ont découragée de chanter. Aurait-il mieux valu briser ses rêves d'opéra ou la laisser se ridiculiser ? Le bonheur de Florence Foster Jenkins, brisé à la toute fin de sa vie, n'était-il qu'une illusion ? Et qu'est-ce que ça raconte de nous, le public ? Non, parce que les critiques du vin La Villageoise, moi, ça me fait pleurer de rire, comme les commentaires sous la vidéo de Renaud. Mais même si j'en pleure de rire, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des concernés. Certes, c'est drôle d'en rire, tout comme c'est drôle de rire des milliers de vidéos en ligne où des gens se prennent des gamelles magistrales. C'est drôle de transformer en mème n'importe quelle célébrité qui fait un truc bizarre. For sure. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces gens n'ont pas conscience d'être ridicules ? Comme Jenkins. Je suis sûr aussi que Renaud se persuade que les commentaires sous sa vidéo ne sont que l'œuvre de gens jaloux. Idem, les gens qui font un truc particulièrement ridicule mais qui postent quand même la vidéo, ont-ils conscience qu'ils passent pour des débiles ? Est-ce qu'ils se moquent de la vie des autres ? N'en ont juste rien à foutre ? Ou bien n'en ont pas conscience ? Les gens qui ont fini dans les What the Cut d'Antoine Daniel, pensaient-ils avoir mis un chef-d'œuvre en ligne avant de se faire déglinguer ? Et du coup, les gens qui font des trucs complètement nazes, est-ce un service à leur rendre que de leur dire que c'est bien pour les préserver de la critique ? N'est-ce pas juste retarder et aggraver le moment où ils buzzeront et se prendront un tombereau de moquerie qui pourrait les détruire psychologiquement ? Alors, je pense bien qu'un gamin de 4 ans qui te montre son dessin, bon, vaut mieux lui dire que t'es fier de lui, mais un adulte, est-ce que c'est un service à lui rendre que d'encenser sa merde ? Et concernant les moqueries en elles-mêmes, se moquer aux dépens de quelqu'un, c'est ce que d'aucuns appellent de l'humour oppressif. Mais bon, je suis désolé, ça me fait rire, même si j'ai conscience qu'en face, quelqu'un subit ces moqueries. Je dirais bien qu'il suffit de se contenter d'humour non oppressif, mais en général, il est à peu près aussi fade qu'une feuille de salade crue. C'est con à dire, mais l'humour qui fait rire se fait aux dépens de quelque chose ou de quelqu'un. Alors on fait quoi ? Je pense aussi au cas du drama Villebrequin. Le conte de Monte Cristo, c'est un coup de génie. C'était drôle. Et en face, Pierre Chabrier a probablement pris le pire harcèlement de l'histoire du YouTube francophone. Harcèlement en grande partie constitué de moqueries, qui pour certaines étaient très drôles. Il est là, le sentiment ambivalent dont je vous parlais. D'un côté, les concours de commentaires sont souvent hilarants, mais me font aussi de la peine, sincèrement, pour ceux qui sont les dindons de la farce. Et je me dis qu'en avoir conscience ne m'absout en rien. Mais en attendant, je peux pas non plus, m'empêcher de trouver ça drôle. Je peux pas lire un truc et décider de ne pas le trouver drôle. Je peux dire que certaines choses ne me font pas rire, mais en parallèle, c'est une réaction presque réflexe que de pouffer de rire après avoir lu quelque chose que je trouve drôle. Je me dis pas intérieurement « Ah tiens, c'est drôle, maintenant je vais rire ». Non, j'en ris, juste spontanément. Mais alors, est-ce que rire d'une moquerie ou d'une vidéo où quelqu'un se gamelle, ça fait de moi un psychopathe ? Et qu'est-ce que je dois faire du fait que je ris et que la seconde d'après, j'éprouve de l'empathie pour cette personne ? Je suis un semi-copathe ?
J'aimerais me dire que le problème peut se résumer aux réseaux sociaux, à l'effet de meute, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque de Jenkins. Juste la presse et le bouche à oreille. Alors, est-ce que le problème c'est que ces moqueries arrivent aux oreilles du concerné ? Pourtant, la réalité ne cesse pas d'exister quand on n'a pas conscience d'elle. Est-ce qu'être le sujet de moqueries sans le savoir est vraiment une situation enviable ? Alors, est-ce que le problème se situe du côté du volume des moqueries ? Que quelques-unes sont acceptables, mais pas des milliers ? Sauf que ça se décide pas. Surtout concernant une célébrité. Ou alors est-ce que le problème c'est de participer ? Alors, bon, oui. Mais quand bien même personne ne participe, il suffit qu'une personne fasse un bon mot pour soulever l'hilarité générale quand même. Du simple fait de lire ou entendre la dite remarque. Est-ce que le problème, ça serait pas le premier cercle autour de l'artiste, qui, plutôt que de le brosser dans le sens du poil, devrait juste lui dire qu'il ou elle fait de la merde, et qu'il s'expose aux moqueries s'il se présente en public ? Comme l'ont très probablement fait, et sûrement avec bienveillance, le père et le mari de Jenkins. Ou alors, est-ce que le problème ne se situe pas à la racine ? Chez des gens qui sont incapables d'avoir du recul sur leur production, quelle qu'elle soit, et se persuadent d'être talentueux, alors qu'il y a forcément au moins toujours une personne pour émettre au moins des réserves là-dessus. Des gens incapables d'entendre qu'ils sont nuls, même quand on leur dit frontalement avec bienveillance, qui préfèrent se bercer d'illusions, qui vont à l'encontre des recommandations qui leur sont faites, mais qui seraient donc les premiers responsables le jour où ça leur pète à la gueule ? Bon, mais alors quoi ? On peut pas interdire à quelqu'un d'exposer son œuvre au monde au prétexte qu'on la juge mauvaise. Mais pour autant, si la seule personne à ne pas le voir, c'est elle-même, est-ce encore de la responsabilité de quelqu'un d'autre ? Vous voyez ? Je pense à la fois que Florence Foster Jenkins est ridiculement drôle, et que sa mort, si elle a été causée, comme je le crois, par le stress des retours massivement négatifs de sa première représentation publique, est une terrible injustice. Mais je sais pas sur qui rejeter la faute. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que cette histoire trouve un écho dans toutes celles qu'on voit défiler aujourd'hui sur YouTube et les réseaux sociaux en général. Et j'ai sincèrement pas la moindre idée de la conclusion qu'il faut en tirer. Je pense juste qu'à chaque fois qu'on voit un truc ridicule, un buzz, une shitstorm, une avalanche de commentaires moqueurs, avant de faire quoi que ce soit, il faut garder à l'esprit qu'en face, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a un être humain. Quand on est artiste, on s'expose. On prend le risque de dire au monde, voilà, j'ai fait ça. Et dans le cas du spectacle vivant, il conviendrait même de dire, venez, je vais faire ça. Et à chaque fois qu'on ouvre la bouche, que l'on soit Roberto Alagna ou le petit jeune qui vient d'entrer au conservatoire, on prend le risque de rater une note. Et une fois qu'elle est ratée, elle est ratée. Certains canards sont très rigolos, d'autres beaucoup plus tristes. Mon premier maître de chant avait coutume de dire « on pose nos couilles sur le billot et on donne le maillet à qui nous écoute ». On chante parce qu'on a besoin de chanter. C'est viscéral. Et quelqu'un qui ne naît pas chanteur ne pourra jamais comprendre. On se met à nu devant un public ou encore pire, devant un jury d'audition dont l'avis sur ta performance aura un impact direct sur ta carrière et donc sur ta vie. On affronte comme on peut tous les doutes et toutes les peurs en espérant produire une performance à minima représentative de ce qu'on sait faire. Ce constat étant fait, qu'est-ce qui différencie Florence Foster Jenkins d'un vrai chanteur ? Elle s'est donnée dans une sincérité désarmante, ne manquait pas de courage, ne manquait pas d'envie, et s'est sans aucun doute donné autant qu'un chanteur peut se donner. La seule différence de taille, le niveau et la perception de son niveau. Elle aurait déclaré « On pourra peut-être dire que j'ai mal chanté, mais on ne pourra pas dire que j'ai pas chanté. » Et c'est totalement vrai. Et petit what if, vous vous souvenez du post-it du début de l'épisode ? Quelle chanteuse serait-elle devenue si elle n'avait pas chopé la syphilis et eu à subir les conséquences à la fois de la maladie et du traitement ? Aurait-elle été le modèle à suivre pour la jeune Maria Callas ? Ou aurait-elle été simplement Florence Foster Jenkins quand même ? J'ajouterais que de croire qu'il y a d'un côté Foster Jenkins et de l'autre tous les autres chanteurs qui se rapprochent plutôt de Pavarotti, ça serait complètement faux. On croise des Foster Jenkins à chaque audition ouverte, à chaque concours. La plupart du temps, l'argent en moins. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux ? C'est là l'une des faces cachées des chanteurs, une de celles que je n'aborderai pas forcément souvent sur ma chaîne parce que c'est beaucoup moins fun. Donc merci à Arnaud de m'avoir invité pour pouvoir m'épancher un peu. Il y a une expression bien connue qui dit « la critique est facile, l'art est difficile ». Et bien souvent, les premiers à se moquer d'une demi-performance sont ceux qui ne seraient même pas capables d'en réaliser le quart. Quelque part,
Est-ce que le seul fait d'oser se rendre vulnérable en s'exposant ne mérite pas déjà au moins le respect? En parlant de t'exposer, la chaîne de Tromy est juste là, et ça parle de joints d'étanchéité, de conduits d'évacuation, de climatiseurs de morgue. Non, bien sûr, ça parle d'opéra. Avec fun. Vas-y, dis-le. Attends, on va faire ça bien. Levez les yeux vers la scène. Levez les yeux au ciel. Soyez astronogeek et à la revoyure.